Sur Omégas. La parole est à Madame Dominique Orliac pour le groupe RRDP. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous apprêtons à voter en seconde lecture ce PLFSS 2014. Tout d'abord, permettez-moi de vous faire partager notre regret que ce PLFSS contienne des mesures qui ne s'inscrivent pas dans le sens des réformes structurelles. S'il vous plaît, un peu moins de bruit pour respecter l'oratrice. De très longues années. Je le redis, il faut des réformes de fond et non des mesures conjoncturelles afin de pallier au déficit de la sécurité sociale. Nous retrouvons les mêmes politiques d'ajustement, le même refus des réformes structurelles, les mêmes recours à des nouveaux prélèvements sur toutes les catégories de nos concitoyens que nous avions lors des discussions du PLFSS 2013. Concernant le médicament, nous sommes partisans d'une industrie française du médicament performante, en s'appuyant sur notre marché intérieur pour améliorer l'emploi, la recherche, en liaison avec la recherche publique, l'obtention de brevets français que nous perdons d'année en année et l'amélioration de l'exportation. Nous soutenons sur ce sujet les propos de Monsieur le Premier ministre lors du comité stratégique des industries de santé de juillet dernier, expliquant les possibilités importantes des industries de santé dans la lutte contre le chômage et sur la nécessité d'une adéquation entre les politiques publiques et les politiques industrielles. Le gouvernement prévoit de réaliser la plus grande part des économies, près de 1 milliard d'euros sur les médicaments. Ce choix ne peut que décourager les entreprises innovantes, créatrices d'emplois dans la recherche et le développement, d'investir dans notre pays. Nous ne pouvons que le déplorer. Pour nous, radicaux de gauche, une politique de santé ne se limite pas à la gestion de crise sanitaire et à la surveillance des dépenses en ajoutant taxe sur taxe, notamment pour la deuxième année consécutive concernant l'industrie pharmaceutique. Nous devons faire preuve de courage afin de nous diriger vers une refondation nouvelle puisque les paramètres classiques de la santé ont changé. Quant à la vente du médicament à l'unité, s'il faut évidemment lutter contre le gaspillage et contre l'automédication, l'expérimentation lancée par le gouvernement soulève des questions relatives à l'information et à la traçabilité, à la responsabilité des pharmaciens, aux économies potentielles ou encore aux conséquences pour l'activité de l'industrie. La vente du médicament à l'unité ne répond pas du tout à la fin du gaspillage, même si elle peut séduire. Les études sont là pour montrer qu'ailleurs, à l'étranger où elle est pratiquée, il n'y a pas moins de gaspillage puisque la cause n'est pas le boitage en lui-même, mais bel et bien l'arrêt des traitements en cours. Il y a trop de bruit, mes chers collègues. Nous ne pouvons d'autre part soutenir l'article 12 bis qui taxe la vente directe du médicament du laboratoire à l'officine, donnant un monopole aux grossistes répartiteurs. Il en est de même pour l'article 38, dont la rédaction compliquée montre les difficultés de vouloir réglementer des domaines émergents, les biosimilaires. Des avancées concernant les soins primaires, avec le financement des coopérations libérales, la généralisation des rémunérations des équipes pluriprofessionnelles, l'amélioration de la couverture des praticiens auxiliaires médicaux sont à l'ordre du jour. Et nous sommes satisfaits que ce texte, en deuxième lecture, comporte un article amendé par nos soins concernant l'expérimentation de télémédecine pour les pharmaciens et nous nous réjouissons de la réforme de la T2A avec un mécanisme de dégressivité tarifaire que nos hôpitaux de proximité attendent avec impatience. Nous avons aussi rappelé le rôle important de santé publique et de premier recours grâce au maillage territorial par la pharmacie d'officine, l'officine devant évoluer vers une véritable profession de santé et être un partenaire essentiel dans le parcours de soins. Il faut, Madame la Ministre, mettre en place la nouvelle rémunération à l'honoraire votée il y a 2 ans. Nous sommes également satisfaits que cette seconde version ne contienne plus la taxation accrue de plusieurs produits d'épargne, dont le PEA, le PEL et l'épargne salariale contenus dans l'article 8. Ceci n'était pas conforme à l'équité fiscale, car ces produits concernent souvent les classes moyennes, voire des catégories modestes. Par ailleurs, son relèvement inopiné et son effet rétroactif auraient marqué une instabilité fiscale risquant d'être dissuasive à l'avenir pour les épargnants. Nous saluons donc cette avancée positive. De plus, nous sommes extrêmement satisfaits que, suite aux interventions répétées de notre groupe concernant le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, vous aviez introduit, dans le cadre de ce PLF 2014, 2 mesures fortes en direction des retraités les plus fragiles. Je veux bien sûr parler ici de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui sera revalorisée 2 fois en 2014 au 1er avril, comme cela a été prévu par l'article 4, et une deuxième fois au 1er octobre, en même temps que l'ensemble des pensions. Elle permettra de porter le minimal de ressources garanti à nos concitoyens les plus âgés au-delà de 800 € par mois. Je parle ensuite de l'aide à la complémentaire santé, la ACS, pour les personnes âgées de plus de 60 ans et plus, qui sera majorée de 10%, soit une augmentation de 50 €. Alors, fidèle à la majorité gouvernementale, le groupe 2RDP votera donc en deuxième lecture ce PLFSS 2014. Je vous remercie.
Merci, madame.